Allez, on démarre une matinale spéciale, la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24, une matinale spéciale élection américaine puisqu'il y a aujourd'hui l'investiture du nouveau président américain, Joe Biden. Et pour démarrer, je suis avec François Roudet. François, bonjour. Bonjour Frédéric. François, vous êtes responsable de la gestion action américaine chez Lazard Frères Gestion, donc vous connaissez bien ce marché. Première question, cette investiture de Joe Biden, est-ce que ça va impacter les marchés américains ou pas ? Ah bah oui, forcément sur plusieurs niveaux, hein. Déjà, Joe Biden a dans son programme d'augmenter les impôts sur les sociétés. Donc c'est vrai que si on passe à une tranche de 28%, ça va avoir un impact sur les bénéfices des entreprises. Après, il y a l'augmentation du salaire minimum aux États-Unis, Ouais. hein, qui est beaucoup discuté, donc qui est 7,25 $. Dans beaucoup d'États, on passerait à 15. Ah, en double. C'est beaucoup. Ah, alors, ça va faire un choc, non ? Beaucoup de sociétés payent déjà 15 $ en salaire minimum, hein, parce qu'il y a un taux de chômage très faible avant la crise de la Covid. Si vous voulez, on ne trouvait pas toujours du monde à 7,25 $. Mais il y a certains secteurs quand même qui payent à ces taux de salaire-là. Donc ça aura un impact, c'est certain. Il y a l'augmentation des dépenses d'infrastructure. Il y a un grand programme qui est prévu par Joe Biden. Donc ça peut effectivement être favorable. On a l'extension de l'Obamacare qui pourrait avoir lieu. Donc c'est la santé. La santé, 28 millions de personnes toujours pas couvertes. C'est-à-dire qu'Obama avait commencé à tricoter ça a été détricoté. Vous Bloqué, pensez voilà. que Biden va reprendre ce chantier ? Oui, puis dans sa fraction, sa partie un peu à gauche de son parti et de son électorat, c'est quelque chose d'assez important. Après, on peut dire qu'il sera moins favorable au secteur de l'énergie, hein, ça a été discuté. Il veut stopper l'exploration dans les terres fédérales, notamment, de pétrole et de gaz de schiste. Ouais. Et il y aura certainement plus de réglementation. Le département de la justice américaine, la Federal Trade Commission qui contrôle les fusions, risque d'être plus regardante, un petit peu moins pro-grosse fusion. Donc des influences et un impact non négligeable. François, vous avez concrètement, est-ce qu'on peut faire un tiercé gagnant, un tiercé perdant de cette nouvelle présidence ? Pour vous, les trois secteurs qui sont susceptibles de profiter, de tirer bénéfice de la présidence de Joe Biden ? Alors je dirais sur les gagnants, on peut bien entendu voir toutes les entreprises exposées à la construction, l'engineering, le BTP, tout ce qui est génie civil, c'est sûr, vont en bénéficier. C'est tout infrastructure. C'est infrastructure. Hein, donc des gros investissements. Voilà. La santé, parce qu'effectivement, s'il y a plus de personnes couvertes, il y aura plus de volume d'opérations. Donc pour ce qui est du consommable en équipement médical, en médicaments aussi. Les pharmaceutiques, les pharmaceutiques, voilà, il y aura un impact qui sera, c'est vrai, positif. Et puis les énergies alternatives. Ouais. Parce que si effectivement on est plus dans cette direction-là, il y aura un impact. S'il y a des aides fiscales ou des investissements, il y aura un impact sur les énergies alternatives très positif. D'accord. À l'inverse, le tiercé perdant, vous en tant que gérant d'actifs, quels sont les secteurs dont vous dites qu'il est urgent de laisser venir et il est urgent de ne pas investir ? On retrouvera à l'opposé des énergies alternatives, les énergies fossiles. C'est évident que le fait de ne plus pouvoir, pour certaines entreprises, continuer d'explorer sur des terres fédérales sera quelque chose d'important. Le fait qu'on va essayer de basculer plus, un peu comme en Europe, ils veulent rejoindre la COP21 que Donald Trump avait voulu sortir. Donc ça va avoir un impact. Les GAFA peuvent être un peu plus sous le feu du Department of Justice ou de la SEC. Parce qu'une réglementation plus dure. Une réglementation plus dure, on parle de les couper en plusieurs morceaux, notamment sur Facebook, parce qu'ils contrôlent beaucoup de réseaux sociaux importants. Ouais. On parle de Google aussi, entre YouTube, la publicité, etc., même Apple ou Amazon. Donc ça pourrait être plus strict, un peu plus difficile pour eux, donc effectivement... Donc peut-être un environnement juridique un peu adverse, réglementaire. Voilà, pareil pour les M&A, pour les restructurations, ça peut être plus difficile. Et je dirais que la corollaire de l'augmentation du salaire minimum, on peut avoir les entreprises à fort taux de main-d'œuvre peu qualifiée, risquent de voir leurs coûts augmenter. Hein. Donc oui, vous pensez à quel secteur concrètement ? La distribution agroalimentaire, par exemple, la restauration. Les Walmart, la restauration. Voilà, donc ils ne payent pas tous à 15 $, même si dans certains États en Californie, c'est difficile de trouver en dessous de 15 $ des employés, mais ailleurs, dans l'Ohio, on trouve sans problème. Donc c'est là où c'est des secteurs effectivement à plus faible marge. Donc... Voilà, plus faible marge et plus fort taux de main-d'œuvre. Ce n'est pas des sociétés de logiciels ou de semi-conducteurs, bien sûr, c'est plus des gros employeurs, donc distribution notamment, un peu dans l'industrie aussi. François Roudet, vous êtes responsable de la gestion américaine chez Lazard Frères Gestion et vous gérez en particulier un fonds qu'ils appellent Lazard
Action Américaine, on peut en parler un peu? Oui. Donc c'est un fonds qui existe depuis à peu près 18-19 ans, qui fait 430 millions d'euros à peu près, qui investit dans des grandes valeurs américaines, plutôt sur le long terme, assez concentré, autour d'une trentaine, 35 valeurs. Ah oui, c'est de la gestion, c'est ce qu'on appelle la gestion de conviction. De conviction, voilà. L'idée, c'est d'acheter des sociétés de très bonne qualité, qui ont une belle rentabilité, une visibilité sur la croissance. On n'aime pas les à-coups des sociétés trop cycliques, qui ont du free cash flow, qui ne sont pas trop endettées. Donc en général, elles ont des bonnes marges. Et des sociétés qu'on garde en portefeuille en général assez longtemps. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle une gestion de bon père de famille. Un peu, oui, mais avec quand même des fois des sociétés un peu plus, je dirais, agressives technologiquement ou autres. Puis c'est concentré quand même. Mais la devise, vous en faites quoi? Vous couvrez pas? Vous considérez que c'est un risque qu'il faut prendre? Ou au contraire, certains de vos confrères disent on neutralise. Vous, c'est quoi? Alors en fait, nous, on donne le choix à l'investisseur avec une part couverte à 100% ou quasiment 100% en permanence et une part non couverte. Et alors nous avons une équipe de stratégistes, d'économistes, donc on a une opinion sur le dollar et qu'on peut donner au client. Et après, le client choisit certains panaches, couverts ou non couverts. Ça va dépendre en fait de ce que le client veut comme risque. Allez, pour le mot de la fin, François Roudet, cette classe d'actifs action américaine, 2021, on garde en portefeuille, bien sûr. Bah oui, c'est 64% des bourses mondiales, le poids du marché américain. C'est un marché leader, directeur, qui en plus est extrêmement dynamique dans sa cote, avec beaucoup de sociétés nouvelles, la Silicon Valley, la biotechnologie. Donc c'est un marché qui est un peu cher, c'est vrai par rapport à son historique, mais qu'on pense être le cœur de portefeuille. Compte tenu du poids de cette économie, on ne peut pas ne pas en avoir. Exactement. François Roudet, merci d'avoir été avec nous. Succès dans votre gestion en 2021 et on vous dit à très bientôt. Merci Frédéric. Allez, on continue avec Maëlle Caravaca. Maëlle, bonjour. Bonjour Frédéric. Maëlle, vous êtes CGP, vous êtes aussi fondatrice de votre cabinet qui s'appelle En Privé. Oui. Et on est là ensemble aujourd'hui pour parler d'une initiative que vous êtes en train de lancer. Alors, En Privé, c'est votre cabinet, vous l'avez lancé quand? Alors, je l'ai lancé en octobre 2019, D'accord. donc il y a un peu plus d'un an. D'accord. Et alors, votre initiative, c'est que vous êtes en train de mettre en place une plateforme de e-learning. Vous voulez faire de l'éducation? Exactement. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. J'avais envie de délivrer du contenu accessible pour les particuliers et de manière digitale. D'accord. Parce que je me suis rendu compte en fait que de plus en plus ma génération consomme en fait beaucoup. Vos clients, c'est quoi? Vous ciblez les gens de votre génération? Oui, principalement. Donc les trentenaires, pour les trentenaires, voilà, qui vont être en phase de constitution de patrimoine. Alors c'est la question que je vais vous poser parce que c'est une cible sans doute intéressante, mais souvent qu'il n'y a pas d'argent, vaut mieux aller pêcher chez les vieux qui ont un peu plus de patrimoine, non? Oui, c'est vrai que les jeunes vont être vraiment en phase de constitution de patrimoine, mais on peut aussi avoir de beaux profils qui ont déjà eu une vie d'entrepreneur et qui ont déjà fait leur start-up et qui ont déjà revendu leur start-up, c'est ça? Qui se retrouvent avec du capital à investir, donc c'est intéressant de travailler aussi sur ces sujets-là. Sur le e-learning, les contenus que vous voulez pousser, c'est quoi? Alors, ça va être des contenus vraiment patrimoniaux. Là, par exemple, la première étape, ça serait déjà de se constituer une épargne de précaution pour ensuite pouvoir investir. Donc, je fais du contenu sur ces deux aspects parce que souvent, ils ne sont pas très, très bien cernés. Les gens, souvent, ne font pas la différence entre une épargne de précaution qui doit être mobilisable et puis de l'investissement qui est sur le long terme. Complètement, c'est ça. Il y a vraiment deux temporalités, il y a deux objectifs différents et l'épargne de précaution va permettre de stabiliser sa situation financière. Et l'investissement, c'est vraiment une démarche plus active avec des objectifs et une démarche long terme. J'ai l'impression qu'il y a chez vous un souci d'éducation et de transparence. C'est un peu, c'est votre génération, ça, quand même. Oui, on a besoin vraiment de savoir où on met les pieds, on a besoin de comprendre. Et c'est ce que je dis d'ailleurs à mes clients, c'est qu'il faut comprendre pour être engagé. Et donc, j'essaie de leur délivrer cette pédagogie à travers ces contenus. Et puis, je pense que plus on a formé, éduqué, expliqué à son client ce qui va se passer, moins il y a de SAV. C'est-à-dire qu'on lui explique qu'il y a des risques et que c'est certain. S'il y a un coup dur, il y a pas de mécontentement à gérer, il y a pas ce SAV à gérer parce que voilà, on sait, on a posé les bases dès le début et on sait où on va. Maëlle, est-ce qu'on peut parler de votre cabinet en privé? Donc En Privé, c'est le nom de votre cabinet. Oui. Vos pratiques, vos spécificités, qu'est-ce qui fait qu'un particulier va plus vous confier votre argent à vous qu'à quelqu'un d'autre?
Alors, il y a déjà cet aspect-là de digitalisation. J'ai voulu dès le début... Éducation, transparence, voilà. Ça met en confiance. Je suis voilà. d'accord. Il y a cet aspect-là. Il y a le côté aussi où j'ai intégré des outils qui me permettent vraiment d'être très réactive. Voilà, je ne veux pas gérer de papier au sein du cabinet, donc je mets aussi à disposition de mes clients cet aspect-là plus confortable. D'accord. Donc c'est certain que voilà, ça s'adresse à une génération qui est à l'aise aussi avec les outils qui est digitalisée. Exactement. Mais c'était important pour moi parce que moi, ça me permet aussi d'être très efficace. Et puis, il y a aussi un autre aspect que je mets beaucoup en avant, c'est l'investissement responsable. Et donc, c'est un engagement que je prends moi-même. Un peu comme tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde arrive la main sur le cœur en disant « oui, je fais de l'ISR ». Alors, tout le monde, si c'était le cas, le monde se porterait mieux. Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des Français qui détiennent des placements responsables ou solidaires dans leur patrimoine. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une problématique qui interpelle les gens de votre génération. Oui, on a besoin de donner beaucoup plus de sens, on a besoin de savoir où on met l'argent, à quoi il sert, on a besoin de réapprendre aussi en fait le circuit économique. Donc c'est la mission moi, que je me suis donnée et c'est ce que j'intègre dans les préconisations que je fais. Allez Maëlle, pour conclure, on démarre une nouvelle année. 2020, ça a été un peu compliqué. 2021, c'est pas simple non plus. 3 raisons d'être optimiste en 2021, oui. Alors déjà, je dirais que l'optimisme, c'est déjà une volonté. Oui, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Exactement. Le pessimisme, c'est l'humeur, et l'optimisme, c'est plutôt la volonté. D'accord. Donc choisissons de l'être. Et moi, les raisons qui me poussent à être optimiste, d'une part, c'est... il y a des grands changements là qui s'opèrent et qui vont s'opérer sur 2021. Il y a Joe Biden qui prend la place sur le siège présidentiel des États-Unis. Donc une perspective aussi de revenir dans l'accord de Paris. Ça laisse une normalité. Peut-être qu'on va revenir sur quelque chose plus de calme, plus de sérénité. Plus de sérénité, exactement. Donc ça laisse entrevoir beaucoup de changements décisifs, je pense, sur 2021. Il y a une autre chose, moi, qui me rend optimiste, c'est les bonnes performances de certaines thématiques sur 2020 qui devraient se poursuivre sur 2021. Ça, c'est certain. Et puis, également, la vaccination sur 2021 qui nous laisse entrevoir des liens sociaux. On espère que cette vaccination va fonctionner et qu'on pourra se retrouver, dîner en ville, prendre un verre. Faire des festivals. Maëlle Caravaca, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès dans cette nouvelle aventure sur le e-learning et plus généralement pour votre cabinet en privé. Merci beaucoup, Frédéric. Allez, on va conclure en faisant le point sur Hirokozen. Je suis avec Pierre-Antoine Burgala. Pierre-Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric. Pierre-Antoine, vous êtes le directeur du développement et aussi associé chez Hiroko, une nouvelle maison de gestion qui vient de se créer. Exactement, en 2020. Et on a lancé, donc novembre 2020, notre premier véhicule, une SCPI Hirokozen. Bon, félicitations, on est content pour vous. Merci. Je suis tenté de dire une SCPI de plus. Vous ne pensez pas que le marché est déjà un petit peu encombré, non? Il est déjà bien loti, effectivement. Après, on a nos atouts. Premier atout déjà, c'est qu'on n'a aucun héritage. Et dans un marché qui est fortement chahuté par compliqué, le Covid, donc pas de passif à gérer. Exactement, pas de passif. On est en train de créer tout le parc en fait de la SCPI. Et c'est une force aujourd'hui. C'est quoi les caractéristiques de cette SCPI? C'est quoi? Du mur, de bureaux, du commerce, du résidentiel? C'est une SCPI dont on a voulu la stratégie la plus dynamique possible et qui s'ajuste au gré des changements d'usage des utilisateurs. Donc c'est une SCPI diversifiée, toutes classes d'actifs effectivement, entrepôts, bureaux, résidence gérée et pan-européenne. Alors on investit en France dans un premier temps, puis dans les pays limitrophes. Ouais. Et encore une fois, très orienté vers la ville et ses ramifications. Je peux peut-être prendre un exemple concret pour être un peu plus parlant. Oui, parce que c'est bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Je vais vous prendre votre journée type. Vous vous réveillez le matin, vous prenez un café. Difficilement, voilà. Vous prenez un café. Vous allez peut-être à la boulangerie de quartier, chercher un croissant. Ensuite, vous emmenez votre fils à l'école. J'ai passé l'âge, je suis un peu plus vieux que vous, mais vous foncez au bureau. Et quand vous rentrez en fin de journée, vous ouvrez votre boîte aux lettres et vous récupérez un colis Amazon. En fait, c'est exactement ce que l'on souhaite insérer au sein de notre SCPI, c'est toucher toutes les richesses de la ville. D'accord. Premier actif, on a acheté un immeuble de bureau loué à Pôle emploi à Reims, qui est une ville dynamique.
à une entité publique, donc gage de sécurité. Ouais. Deuxième actif, une crèche à Pantin, qui est une ville qui se boboise. Qui est en train de Exactement. changer. Et sur une activité essentielle liée à la petite enfance. Et là, on est en train de finaliser l'acquisition d'un entrepôt aux portes de Paris. D'accord, ok. Hirokozen, Hiroko, cette nouvelle société, elle sort d'où? C'est qui? Vous êtes associé, vous n'êtes pas fondateur, ils sont tous les fondateurs? 4 fondateurs, effectivement, on peut se poser la question de la légitimité. Hein. Ah ouais. Un des fondateurs déjà travaille en immobilier depuis une quinzaine d'années. Il a notamment passé une partie de sa carrière chez DTZ en faisant des deals jusqu'à 1 milliard d'euros. Et les 3 autres sont plus de la fintech et ont une première expérience entrepreneuriale réussie. Ce qui va d'ailleurs grandement nous aider en fait, à offrir la meilleure expérience digitale à nos partenaires et à leurs clients. Et ensemble, en fait, ils ont structuré en premier lieu une foncière sur les entrepôts depuis 2013, alors que c'était une classe active qui n'était pas non plus aussi populaire qu'aujourd'hui, et qu'ils ont revendu à Infrared Capital Partners en faisant x3 sur un portefeuille de 50 millions d'euros. Donc une équipe qui a un track record, qui est légitime sur un classe active. Et à côté, une autre société de gestion qui fait du value add pour d'autres entrepreneurs du web. Hiroko, ça vient d'où le nom de la maison? Hiroko, c'est un arbre. Tous les arbres ne se valent pas, et celui-ci est particulièrement vertueux. C'est un arbre africain qui a la particularité de recycler le CO2 en pierre. Et on trouvait du calcaire. Exactement. On trouvait ça malin d'ajouter au bois la pierre, et donc évidemment on vise le label ISR. Est-ce qu'on peut revenir sur cette SCPI Hirokozen, les grandes caractéristiques, est-ce que vous référencez, vous distribuez comment? Ça se passe comment? Alors, on vient de se lancer, novembre 2020, et pourtant d'ailleurs on va afficher un TDVM annualisé de plus de 7%, j'aurai plaisir à en parler plus tard. On fait un gros travail actuellement de référencement auprès des plateformes, Assureur Vie, CGP, pour effectivement faire connaître cette SCPI. Il y a un détail qui a son importance, c'est que c'est une SCPI sans frais de souscription, la deuxième du marché. Alors ça c'est bien pour l'investisseur, mais pour vos partenaires c'est peut-être moins bien, non? C'est bien aussi parce qu'en fait on va rémunérer leur travail et on va valoriser leur structure en fait dans la durée en les rémunérant sur en cours. D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de frais de souscription, c'est un vrai argument. Ça veut dire que quand j'ai des frais de souscription, avant de sortir, j'y réfléchis à 3 fois parce que exactement. Il faut que j'amortisse mes frais de souscription. J'ai juste une micro-parenthèse. Pour le client, évidemment, ça lui offre de la liberté. La liberté de rester, si ça lui plaît, évidemment, et la liberté d'en sortir. Et pour la société de gestion, là où c'est vertueux et qu'il y a un alignement d'intérêt total entre les 3 acteurs, c'est-à-dire le client, son conseil et la société de gestion, c'est qu'on n'est pas incité à collecter, on n'est pas heureux quand on collecte, on est heureux quand on investit bien, puisque c'est comme ça qu'on va être rémunéré. Oui, c'est bien de collecter, mais après, il faut trouver, il faut sourcer, il faut trouver les actifs à mettre en portefeuille. D'autant plus que votre ambition, elle n'est pas que franco-française, elle est d'avoir des actifs, y compris à l'étranger, en Europe, c'est ça? Tout à fait, et d'ailleurs, on parlait des fondateurs, ils ont su s'entourer, puisqu'ils ont recruté notamment Fongua, qui était l'ancien gérant de Revalis, et qui a déployé jusqu'à 200 millions d'euros sur les actifs en Allemagne. Bon, bah écoutez, Pierre-Antoine, on vous souhaite succès avec Hiroko, cette nouvelle pousse, une start-up dans le domaine des SCPI. Pierre-Antoine, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à très bientôt.